Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Moi, ce que j'ai retenu de la déclaration du ministre des Finances hier, oui, c'est que, en fait, il considère que l'Algérie, c'est une déclaration qui se veut rassurante, hein, il explique que depuis 10 ans, l'Algérie a pris ses précautions, qu'on a eu une politique prudente, contrairement à ce qui s'écrit ici et là, ce qui s'écrit beaucoup, et que, en fait, cette politique prudente, elle est illustrée par le fait qu'on a adopté un prix de référence du baril de $37 et que c'est là-dessus qu'on a basé les dépenses. Bon, est-ce qu'on n'est pas dans une dénégation, là, carrément? Bon, hein. C'est pas avec le prix du baril qu'on caractérise la prudence ou non d'une politique du gouvernement. C'est avec ce qu'il y a dedans. C'est où va l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pour produire un dinar, pour produire pas seulement un autre dinar, mais 20 centimes ou quelque chose? Parce que bon, on peut mettre 37, on peut mettre 60, etc. Qu'importe. Non, mais est-ce qu'on a basé nos dépenses sur un baril à $37? Est-ce que nos dépenses... Oui, bien sûr, le budget, il est publié dans le journal officiel. C'est ça, effectivement, la loi de finances, c'est $37. Mais il calcule la fiscalité sur un prix moyen de $100. Il y a la fiscalité de 37 et il y a le surplus pour compenser un petit peu, pour payer les importations et alimenter en général le fameux fonds de régulation. Mais, moi, je voudrais vous poser la question autrement, M. Attal. Non, peut-être parce que là, on a le point de vue du ministre des Finances. Oui. Vous qui êtes proche du secteur de l'énergie, oui. Est-ce que... Parce que les échos qu'on a, nous, du secteur de l'énergie, sont quand même des échos beaucoup plus alarmants que ce que peut dire le ministre des Finances. Oui. Est-ce que, finalement, le ministre de l'Énergie n'est pas plus près de la réalité, en ce sens qu'aujourd'hui, cette fiscalité pétrolière qu'a assuré ce secteur au pays pendant les 10 dernières années, oui, il va falloir y renoncer. Parce qu'elle va baisser beaucoup à cause des volumes. C'était le cas déjà depuis un moment, à cause des prix. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience que nous sommes dans une situation de pré-crise par rapport à nos recettes? Bien sûr que nous sommes... Oui, non, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que quand le ministre dit nous avons une politique prudente avec $37, je dis non. C'est pas avec $37, c'est avec ce qu'il y a dedans. D'accord? Maintenant, lui, il dit ça parce que je pense qu'il ne parle que de la clôture de 2014 et peut-être un petit peu de comment boucler l'année 2015. Et effectivement, l'année 2014, de toute façon, elle est passée. Quoi qu'on fasse, le prix est ce qu'il est. Hein, globalement, sur la moyenne de l'année, il aura perdu peut-être 10 à 15% à peu près. La recette pétrolière, hein, c'est-à-dire y compris la fiscalité pétrolière. Donc, les ventes, et en fait, c'est les fiscalités, quoi, la fiscalité pétrolière. On aura perdu peut-être le prix moyen, peut-être sera entre 85 et 90. Le prix moyen pour 2014. Il était à 112 en 2013, hein? Oui, mais en 2013, il va être... En 2014, il sera... Voilà, 2014, pardon, il va être... À mon avis, entre 85, on va voir comment on va finir l'année, parce que les 20 jours, le mois de décembre, il peut être catastrophique. Hein, oui, si jamais on descend à 60, par exemple, ou à 65. Mais la moyenne de l'année, 85 à 90. Donc, il y aura un déficit énorme quand même à l'intérieur pour boucler l'année. On va la boucler comment? En puisant tout simplement dans le fonds de régulation, hein, c'est clair. Donc, il y a des solutions. Bon, si on raisonne comme ça, oui, il n'y a pas de problème. Si on raisonne pour 2015 aussi, on aura un fonds de régulation qui clôturera nettement, au lieu de 66 milliards de dollars qui étaient prévus, ça va être peut-être 50 ou 55 milliards de dollars. Et si les prix continuent avec cette moyenne, en admettant que ça soit 70 simplement, c'est $70, c'est-à-dire par rapport aux $100 prévus, c'est 30%. Ça veut dire que la fiscalité pétrolière, je fais un calcul bête, hein, c'est peut-être pas juste, mais ça veut dire que 30% de la recette pétrolière qui va être perdue.
Donc, où est-ce qu'on va les chercher? C'est le fonds de régulation aussi. Pour ça que je dis, bon, à la rigueur, oui. À la rigueur. Il y en a pour combien d'années alors pour épuiser le fonds de régulation? Moi, je pense qu'à partir de 2016, on aura des problèmes. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour ça que je dis oui, aujourd'hui, à la rigueur, le ministre des Finances, il a raison de dire, je vais bien clôturer l'année, parce que j'ai comment on dit, un oreiller à côté. Un matelas. J'ai un matelas, voilà, j'ai un matelas. 2015, je vais aussi clôturer. Il a pas raison de dire que c'est une politique prudente. Une politique qui épuise les réserves, c'est pas une politique prudente. Ça, c'est lui, il est ministre. Quand on dépense ses économies, on ne mène pas une politique prudente. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est pas du tout une politique prudente. Une politique prudente, ça veut dire qu'il faut voir loin. Ça veut dire c'est aujourd'hui que je sais, j'ai au moins les scénarios, qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, 5 ans, etc. Alors, une autre façon de voir loin. Ce que je retiens aussi des déclarations du ministre de l'Énergie, des déclarations récentes, à peu près dans le même domaine, mais pas sur le plan financier. Les déclarations, elles sont aussi rassurantes. C'est la tonalité générale, de toute façon, des déclarations de l'ensemble du gouvernement. Il nous explique que il y a une baisse du volume de la production, on ne parle plus des prix, il y a une baisse du volume de la production depuis 2008 au moins, oui. Et ce que nous annonce M. Yousfi, c'est que vers 2017-2018, on devrait avoir un redémarrage de la production grâce à la mise en exploitation de nouveaux gisements. Est-ce que vous croyez, vous, à ce regain de production en termes de volume à l'horizon 2017-2018? Est-ce que l'Algérie... Qui signifie qu'on reviendrait à 220 millions de TEP, de tonnes, 220 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Sincèrement, j'y crois pas. Pourquoi? J'y crois pas. Moi, j'ai une certaine connaissance des gisements qui existent aujourd'hui en Algérie, des capacités de production, des ressources qui peuvent être découvertes. Je cite un exemple. J'ai lu dans certains journaux, par exemple, certains journaux qui rapportent et qui disent, voilà, en 2015, on va commencer à exploiter les gisements offshore. C'est peut-être un manque de communication, c'est peut-être... il y a quelque chose qui... En fait, qu'est-ce qu'on va faire en 2015? C'est forer le premier forage exploratoire qui va nous ramener des données, qui va coûter énormément cher. Et moi, si j'étais à la place du ministre de l'Énergie, j'arrêterais ce forage-là en attendant. Ça peut faire des économies pour l'Algérie, tout simplement. C'est un forage qui va coûter plus de 50 millions de dollars. C'est pas donné. Donc... au large de Bdjaïa? Au large de Bdjaïa, oui, je crois, entre Bdjaïa ou Annaba, ou quelque chose... entre Djidjili et Bdjaïa. Donc, il y a des choses qui... moi, personnellement, je ne pense pas que les ressources algériennes puissent augmenter de façon aussi significative pour assurer cette augmentation de production. Pourquoi? Parce qu'on a aussi pris énormément de retard dans la maintenance des gisements. Hassim Saoud et Hasser Mal, voilà les deux principaux. Je ne parle pas des gisements qui sont dans le bassin de Berkine, c'est-à-dire qui sont plus jeunes, mais qui sont dans leur plateau de production. Ils ont atteint leur maximum. Ils sont déjà, c'est fini, ils n'augmenteront pas. Après quelques années, parce que vous savez, un gisement, il produit d'abord la remontée, très rapide, en 3 ans, 4 ans, vous obtenez le rythme idéal. Et puis après, vous avez le plateau de production, ce qu'on appelle le plateau de production, et puis après, c'est la chute. Le plateau, il peut durer 10, 15, 20 ans, ça dépend. Mais au cours de ce plateau, on peut augmenter la production. On a augmenté la production pendant quelques années à Hassermal. Mais on connaît les résultats. Sous Chakib Khalil, et ça a donné... On était à un plateau de 80 milliards de mètres cubes par an, et on l'a un peu dépassé. Voilà. Mais c'est au détriment de la santé de Hassermal. Pourquoi? Parce qu'un gisement, Hassim Saoud, il peut produire. Hein. Vous savez, on peut ouvrir, par exemple, tous les puits pompés à mort. On peut augmenter de 20-30% la production de Hassim Saoud. Mais c'est au détriment des réserves récupérables qui sont dans le sous-sol. C'est-à-dire, à ce moment-là, au lieu de récupérer, par exemple, je dirais 40% des réserves qui sont dans le sous-sol, pourquoi pas, on peut y arriver, eh bien, à la fin du gisement, on ne récupérera que 35%. 5% de Hassermal, c'est énorme.
Alors, à quoi pense le ministre quand il dit qu'on va revenir en 2018 au niveau de production de 2008 ? D'après vous, à quoi il pense à Gassé-Touil, il pense aux réserves au bassin du sud-ouest Il a parlé de... Ça, c'est pour le gaz, je crois, lui. Oui. Bien. Le gaz. Alors, il pensait effectivement beaucoup plus aux gisements du sud-ouest. Mais moi, je sais que les gisements du sud-ouest, il était prévu que le plateau de production soit de 16 milliards de mètres cubes par an. C'est-à-dire que ça démarre, les différents gisements, on atteint 16 milliards. Et avec 16 milliards, c'est-à-dire 16 milliards, ils auraient dû venir déjà en 2015. Ils sont en retard. Or, en 2014 même, on est très en retard. Entre 2014 et 2018 ou 2020, la production à Hassermal et dans les autres gisements, elle va continuer à baisser. Parce que les gisements vieillissent, c'est tout. C'est quelque chose de naturel. Donc cette production ne viendra que pour pallier. Avec ça. Et pas pour augmenter. Elle viendra pour pallier la baisse de production dans les gisements existants actuellement et qui vieillissent et qui produisent de moins en moins. Mais moi, sincèrement, je vois mal d'où on produira doubler comme ça la production, ou je ne sais pas, ou l'augmenter de 20 ou 30%, je vois mal, là, sincèrement. Maintenant, on peut dire qu'il pensait peut-être au gaz de schiste. Écoutez, le gaz l'agenda est encore... Ça ne peut pas être 2017-2018, le gaz de schiste, c'est pas possible. Le gaz de schiste, ils sont en train de faire le premier puits, actuellement. Ouais. Et le deuxième puits en 2015. Mais c'est des puits pilotes, où on va faire des tests, etc. On va voir combien ça peut produire. Est-ce que c'est produisible? Est-ce que c'est rentable? Etc., etc. Puis il faut faire des études. Et puis après, il faut faire d'autres puits. Une dizaine, une vingtaine, une centaine peut-être, pour bien évaluer les réserves et la productivité des réservoirs. Mais après, il faudra faire des milliers de puits pour produire les gaz de schiste. Et des milliers de puits. Il faut avoir des investissements, d'où la nécessité du partenariat. Sans partenariat, à mon avis, l'Algérie ne pourra jamais exploiter les gaz de schiste. Pour deux raisons essentielles. D'abord, parce qu'il faut investir énormément, des milliards de dollars. Et je pense que l'Algérie, à l'avenir, n'aura plus les milliards de dollars à investir comme ça, sans être sûr d'aboutir à un résultat positif. Et deuxièmement, pour des raisons technologiques et logistiques. Parce qu'il faudra des milliers d'appareils de forage, des dizaines, par exemple, parce que vous savez, pour fraquer... En fait, vous êtes en train de dire, M. Attar, que si on veut exploiter le gaz de schiste, il faut quasiment en faire une activité offshore, au sens où elle a un statut... Absolument. Totalement différent de l'exploitation actuelle. Oui, en partenariat, de façon, et ça ne viendra plus tard qu'à partir de 2030 qu'on appoint pratiquement la production. Et à mon avis même, il faudrait... C'est là où je reviens à la politique énergétique. On devrait, par exemple, définir, placer quelque part ces gaz de schiste, par exemple, dans une stratégie à long terme. Qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faut pas croire. Est-ce qu'on pourra les exporter? Le gaz de schiste aux États-Unis, quand vous produisez une molécule ici, vous la consommez 1 kilomètre plus loin. Maintenant, si nous, on produit 1 mètre cube dans la net, c'est-à-dire à peu près à 1000 kilomètres des unités ou plus, hein, et si ce mètre cube-là, vous devez le ramener ici et après le liquéfier et l'exporter, qui c'est qui vous l'achètera? Alors qu'on peut faire autre chose, de l'électricité sur place, par exemple. Ça nous amène à parler de la politique énergétique. Monsieur Attar, est-ce que vous attendez à des mesures, à l'annonce de mesures importantes d'ici à la fin de l'année? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un brouillard par rapport à cela. Les économies d'énergie, est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu de prendre des décisions courageuses? Je pense que c'est ce signal-là, cette baisse et cet état d'alerte, de toute façon, ne serait-ce l'opinion, elle est déjà alertée. Donc c'est le moment où jamais de prendre des décisions en matière d'économie d'énergie, parce que l'économie d'énergie, c'est un gros gisement de pétrole ou de gaz. L'Algérie et la Libye, ce sont les deux pays pratiquement où le gaz et les carburants coûtent le moins cher. Je vais vous donner un chiffre. Chez nous, le gaz naturel, en millions de BTU, bien sûr, sur le marché domestique, c'est $1,5. Le million de BTU. Il est
vendu. Bon, évidemment, il est facturé en mètres cubes. Je ne sais pas combien exactement le mètre cube. Mais en millions de BTU, je sais que c'est 0,5. En Égypte, $3 le million de BTU. En Iran, qui est le pays qui contient les plus grandes réserves de gaz dans le monde, $3,50 le million de BTU, vendu aux consommateurs domestiques. Il en est de même. Bon, les fioul coûtent beaucoup plus cher que chez nous, mais coûtent quand même un prix raisonnable, parce qu'ils ont beaucoup de pétrole quand même. Hein, ils produisent beaucoup, ils ont des raffineries et tout. Donc, moi je pense que quelque part, il faut appliquer la vérité des prix. Selon quel agenda une augmentation proportionnée sur plusieurs années, plusieurs années, parce que moi je comprends parfaitement quand le ministère de l'Énergie déclare qu'il n'est pas question d'augmenter. Non, je le comprends pourquoi. C'est pas ce que disent ses conseillers. C'est pas ce que disent ses conseillers. Moi j'ai entendu, je vais le dire ici, il va peut-être venir répondre de lui-même. J'ai entendu M. Ali Hachad dire dans la conférence du FFS sur l'énergie il y a bientôt une année, dire que les prix tels qu'ils étaient aujourd'hui, c'était pas soutenable et qu'il fallait songer à les ajuster un petit peu au prix du marché. Il fallait songer. Mais est-ce qu'il peut dire qu'il faut augmenter tout de suite? Ça m'étonnerait. Non, il y a une question de paix sociale à acheter aussi. Oui. Hein. Mais je veux dire, c'est pour ça que je dis je comprends. Mais on doit, moi je suis persuadé qu'il faut absolument augmenter les prix de façon progressive, mais il faut les augmenter. Parce qu'on consomme beaucoup trop de... On gaspille beaucoup trop. Gaspille beaucoup. On a attendu 10 ans à peu près pour décider enfin d'imposer aux importateurs de véhicules d'équiper 10% des importations en GPL. Il ne faut pas exagérer, on aurait pu aller même à 50%. Qu'est-ce qui nous empêche de... Enfin, 50%, on n'a pas le circuit de distribution. On n'a pas le circuit de... Naftan n'assure pas. Il faut investir. C'est une façon. Il vaut mieux investir. C'est un monopole public, vous savez bien que si vous... c'est un monopole public, mais il vaut mieux supporter. Je vais vous dire quelque chose d'autre qui peut vous étonner, par exemple. Quelqu'un m'a posé la question, il faut continuer à distribuer du gaz naturel, par exemple. Je lui dis, oui, on en est à 60%, je crois, domestique. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Il faut donner du gaz, par exemple, à un petit village qui est complètement isolé, très loin des canalisations, alors qu'il est plus facile de donner du propane. Donc, 60%, c'est bon pour la... Absolument, c'est un taux vraiment record dans le monde. Et moi, j'irais même à dire, pourquoi ne pas subventionner l'électricité pour encourager les gens à consommer de l'électricité. Parce que dans 20 ans, je suis sûr qu'on consommera beaucoup plus d'électricité, qu'elle soit photovoltaïque ou thermique, mais ce sera de l'électricité énergie renouvelable. Et à ce moment-là, on aura préparé ces gens-là. Parce que le gaz, un beau jour, on n'en aura plus. Là, vous parlez comme M. Boutelfa sur ce plan. On n'a pas fini, Hassan. Non, j'étais en train de dire que 60%, il considère que c'était un très bon taux de distribution et que pour lui, il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. Monsieur Attar, la question que je voudrais vous poser, c'est, bon, depuis, en fait, cette question des économies d'énergie et, disons, le signal d'alarme tiré par les experts sur les subventions, en particulier au carburant, etc., mais à l'électricité aussi. Je veux dire, ça fait quand même presque une dizaine d'années qu'on en parle. Ouais. Maintenant, ça a commencé par les experts, ça a continué depuis presque 10 ans, ça a continué avec la Banque mondiale, avec les think tanks algériens. Maintenant, c'est carrément des responsables algériens. C'est M. Bouterfa, c'est monsieur... Je veux dire, il y a des ministres qui le disent, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que tout le monde est d'accord. Tout le monde, mais personne ne fait rien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause du baril. Donc vous pensez que le déclencheur, ça peut être le baril? Non, parce que quand le baril est monté à 140, ça y est, quoi. On a ramassé tellement d'argent. Il y a tellement d'argent, écoutez, il n'y a pas de problème. Donc, automatiquement, on a habitué les gens à consommer à outrance. Donc, avec le baril, avec la chute du baril, on va peut-être prendre les décisions. C'est pas ce que dit le ministre des Finances, puisque lui dit qu'on a déjà pris toutes les précautions, etc. Mais quelles précautions en matière de prix énergétique, en matière de réduction des subventions, de réalité des prix?
Vous ne vous attendez pas à des mesures spectaculaires tout de suite. Il n'y a pas de réalité des prix, tout est subventionné, les transferts sociaux sont énormes. Monsieur Attal, vous avez dit un mot sur effectivement passer en mode électrique pour les villages isolés, pour se préparer à dans 25 ans où on passera à un modèle énergétique dominé par l'électricité. C'est le cas déjà, on ira vers ça. Tout à l'heure, on a parlé de l'Arabie Saoudite. J'ai jeté un coup d'œil sur la capacité de l'Arabie Saoudite à soutenir une politique telle qu'elle la soutient. C'est-à-dire pour voir s'ils vont rester longtemps dans cette guerre des parts de marché. L'Arabie Saoudite consomme 3 millions d'équivalents pétrole, 3 millions de barils jour, d'équivalent beaucoup, pour générer de l'électricité. Mais en même temps, l'Arabie Saoudite, depuis 2010, a un programme de renouvelables de 42 gigawatts. Le double du programme algérien. Il est supérieur au nôtre, oui. Le double. C'est le double. Et ils se sont mis... Alors, ils l'ont engagé sérieusement. C'est pas comme chez nous. Ils ont mis une instance équivalent ministériel pour le mettre en œuvre. Et on peut leur faire confiance pour le mettre en œuvre. Est-ce que vous considérez que, de ce point de vue-là, il n'y a pas quand même, depuis l'annonce en 2011 du programme algérien, 22 gigawatts à 2030... 22 000. 22 000, oui. 22 000. Est-ce qu'on n'a pas pris un gros retard? Si. On a pris un très gros retard. Je me demande si on peut y arriver à 22 000. Moi, j'ai des doutes. Et c'est quoi l'organisation qu'il faut? Est-ce qu'il faut créer un organisme pour se charger comme l'ont fait les Saoudiens, comme l'ont fait les Marocains, comme l'ont fait les gens? Une bonne idée. Ce serait une bonne mesure, c'est carrément de mettre entre ce programme-là, enfin, programme d'économie d'énergie et énergie renouvelable, au sein d'une seule institution, d'un seul organisme, auquel on donnerait les moyens, on lui permettrait de prendre des initiatives pour y arriver. Sinon, c'est foutu. Parce que là, on a commencé ce programme de 22 000 avec le fameux partenariat avec une société allemande, je crois, pour produire 400 mégawatts à Rouiba. Vous savez que ce projet a fait faillite. Il a été remplacé, il me semble, par la décision d'importer, et c'est en cours, pratiquement 200 ou 300 mégawatts à partir de la Chine, de panneaux photovoltaïques. Donc pour le moment, il n'y a aucune production industrielle ici en dehors des petites unités privées qui produisent peut-être 50, etc. Mais c'est pas avec ces... Sur ce programme... Attendez, pardon. Juste quand même, c'est important. 22 000 mégawatts en 2030. OK? Aujourd'hui, ce que j'ai lu sur le site web du ministère, c'est-à-dire des chiffres, il y a 650 mégawatts qui sont en cours de réalisation. Et nous sommes en 2015. Et c'est un programme qui date de 2011. Ça veut dire que de 2011 à 2015, en 3 ans, on a démarré 650 mégawatts. Sur 22 000, hein. Sur 22 000. Monsieur Tebboune travaille mieux pour le logement. Ah oui, pour l'économie. L'économie d'énergie. Mais est-ce qu'il fait de l'économie? Monsieur Attard, est-ce que ça veut dire... Alors, il y a une question simple en général qu'on se pose là-dessus, qu'on a déjà posé à un certain nombre de spécialistes du secteur. Est-ce que Sonelgaz, c'est le bon opérateur? Pourquoi pas Sonatrach? Je veux dire, les grandes compagnies pétrolières aujourd'hui les grandes compagnies pétrolières internationales sont des opérateurs maintenant qui sont actifs dans les différents domaines, pas seulement dans le conventionnel. Pourquoi pas Sonatrach? Est-ce que le retard, il n'est pas dû au fait qu'on n'a pas choisi le bon opérateur? Non. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'a pas... Sonelgaz, c'est le meilleur opérateur. C'est lui, l'électricien. C'est pas Sonatrach, c'est une société pétrolière et gazière. Donc, à mon avis, ni l'un ni l'autre. Il y avait les deux, dans Nil. Ah oui, il y avait Nil autrefois, mais je ne sais pas ce qu'elle devient. A priori, elle est pratiquement en cours de dissolution. Il y a toujours la centrale de Hassermal, elle fonctionne quand même, mais je me demande si elle fonctionne au solaire ou au gaz. Mais ni l'un ni l'autre. Alors poursuivez votre pensée, ni l'un ni l'autre, ça veut dire quoi? C'est une entreprise complètement différente. Mais regardez par exemple, je prends GDF en France. EDF. EDF a créé une sorte de filiale où il y a quelque chose, c'est EDFR, je crois, EDR, pour le renouvelable, qui s'occupe du renouvelable, complètement séparé. Mais maintenant, charger Sonatrach, moi je pense que Sonatrach s'occupe déjà de ses oignons, c'est déjà pas mal. Que Sonelgaz
s'occupe déjà, par exemple, de la génération qu'elle fait, génération électrique, la maintenance des réseaux de distribution, c'est déjà beaucoup. Monsieur Attar, on approche de la fin de cette émission, mais je voulais rester sur le parallèle avec l'Arabie Saoudite. On avait démarré avec cela. L'Arabie Saoudite a aussi un programme de nucléaire. 49 centrales électriques pour produire du nucléaire d'ici 2035. C'est quand même perturbant pour un pays qui a autant de réserves d'énergie, hydrocarbures. C'est très perturbant. Vous considérez qu'il faut maintenir le programme algérien du nucléaire? Oui, il faut le maintenir, mais c'est-à-dire, c'est un programme, à mon avis, c'est pas sur le nucléaire qu'il faut compter pour avoir de l'énergie en 2030 ou en 2040. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on puisse, pour nous, maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, maîtriser cette méthode dans 10, 20 ans. Il faut pas croire au Père Noël. En Arabie Saoudite, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, s'il s'agit d'acheter des centrales clés en main, opérées, contrôlées, surveillées par un fournisseur, et eux, ils ont la richesse, ils ont ce qu'il faut. Bon, effectivement, ils peuvent se doter d'outils comme ça, mais ce n'est pas les Saoudiens qui les feront fonctionner, ni maintenir, ni contrôler, ni surveiller. Donc, mais, à mon avis, c'est du luxe. Enfin, je ne pense pas qu'ils puissent arriver à... Donc, dans le mix algérien, vous dites économie d'énergie et énergie renouvelable. Ah oui, pour moi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, de façon à préserver... Et c'est un pétrolier qui le dit. Oui, oui. Ben, parce qu'un beau jour, il n'y aura plus assez de pétrole, ni assez de gaz. Dans mes prévisions personnellement, je pense qu'à partir de 2040, nous aurons tout juste de quoi alimenter encore le marché intérieur pour ce qui est c'est-à-dire hydrocarbures, tout ce qu'on ne peut pas faire en dehors des hydrocarbures. Je vois mal une cimenterie ou une grosse industrie, c'est-à-dire ayant besoin d'énormément d'énergie, fonctionner avec du soleil. Hein. Il faudra du gaz. Et pour la pétrochimie, on n'a pas beaucoup parlé de pétrochimie parce qu'on n'a pas eu le temps, mais secteur pétrochimie, on aura toujours besoin du gaz en 2050, en 2060, en 2070. Et c'est peut-être là que viendront les gaz de schiste, par exemple, pour assurer le minimum. Monsieur Abdelmajid Attal, merci beaucoup.